Martin Gallagher se tenait devant le portail en fer rouillé à l'entrée du manoir en ruine qu'il venait d'acheter, la chair de poule lui parcourant les bras tandis qu'il scrutait l'obscurité au-delà. La maison était cachée derrière un bosquet d'oliviers sauvages, à environ 30 minutes en voiture du centre-ville de Salem. 3 étages, 5 chambres, un jardin et un sous-sol. Le prix était près d'un tiers inférieur à la valeur marchande. Bien sûr, elle était dans un état de délabrement avancé, mais Martin était architecte. Pour lui, c'était plus qu'un projet, c'était l'occasion de redonner vie au vieux mur et à son esprit fatigué. Il glissa la lourde clé dans la serrure antique. La porte s'ouvrit en grinçant sur ses gonds, libérant un souffle d'air vicié et moisi, imprégné de poussière et de bois pourri. Malgré la décomposition, un frisson de nostalgie le parcourut, comme s'il avait pénétré dans une histoire oubliée depuis longtemps. Des cadres vides s'accrochaient aux murs fissurés, des fils électriques pendaient en boucles désordonnées, et dans la cuisine, une cheminée en briques abritait encore des cendres froides. « Donnez-moi 3 mois de rénovation, murmura-t-il aux salles silencieuses, et je transformerai ceci en château. » Cette première nuit fut étrangement sans rêve. Pourtant, à 3 heures précises du matin, il fut réveillé par un léger bruit de pas sous le plancher au tap comme de minuscules griffes cherchant à s'échapper. Il resta assis, parfaitement immobile, le cœur battant. Lorsque le bruit cessa, il se dit que c'était des souris, ou peut-être le vent. Le café du matin attira les regards méfiants des voisins. Une femme âgée, panier à la main, l'observait à 20 mètres de distance, le regard étrangement long. Lorsqu'il lui fit signe, elle se retourna et s'éloigna précipitamment. Plus tard, un jeune couple passa avec leur petite fille. La fillette désigna la maison du doigt, mais sa mère lui plaqua la main sur la bouche et l'emmena en silence. Le malaise s'insinua dans les pensées de Martin comme une brume recouvrant une tombe. Dans un bar voisin, il força un sourire en se présentant à un cercle d'hommes plus âgés qui regardaient un match de foot. « Je viens d'emménager dans la maison d'Olive Groveland, au numéro 17, commença-t-il. Un homme à la moustache argentée leva lentement les yeux et demanda « La Franklin Place ». « Oui », répondit Martin en déglutissant. « Je l'ai acheté à la banque. » Les hommes échangèrent des regards noirs. « Eh bien, dit l'homme moustachu d'une voix plus froide que le vent du porche, bonne chance. » Ce soir-là, la lumière du couloir vacillait, bien que Martin ait vérifié la boîte à fusibles. Il aperçut son reflet dans le miroir scintillant, ondulant comme de l'eau et se retourna, mais personne ne se tenait derrière lui. Portes et fenêtres étaient toutes hermétiquement closes. Au fond du couloir du rez-de-chaussée, une lourde porte en bois se dressait, verrouillée par un cadenas rouillé et 3 barreaux d'acier en diagonale, comme si quelque chose de vil allait s'en arracher. Un épais manteau de poussière gisait à sa base. Le sous-sol, souffla-t-il en caressant l'acier usé de ses doigts tremblants. Juste à ce moment-là, la sonnette retentit. Martin sursauta et regarda sa montre, il était plus de 10 heures du soir. Sur le porche se tenait un vieil homme, maigre et voûté, le manteau usé jusqu'à la corde, la peau gravée comme une écorce usée par les intempéries. « Vous habitez ici » demanda l'étranger d'une voix rauque. « Oui. Je suis Martin, le nouveau propriétaire. »« Je m'appelle Henri » murmura l'homme en désignant une maison plus sombre de l'autre côté de la rue. « N'ouvrez pas ce sous-sol. Quelqu'un l'a fait une fois, et n'est jamais revenu. » Martin se figea. Le visage ridé par la peur d'Henri ne laissait planer aucun doute. Il hocha la tête, la voix nouée, « Merci. Je serai prudent. » 6 nuits plus tard, Martin fut réveillé par un faible gémissement, étouffé, provenant de sous le plancher. Il se glissa jusqu'à la porte du sous-sol, effleurant la serrure de la main, et le gémissement cessa. À l'aube, alors qu'il époussetait près de la cheminée, ses doigts découvrirent une petite clé métallique enveloppée dans une pochette en tissu grossier. Le laiton brillait d'un éclat terne et ancien lorsqu'il la brandit. « Au sous-sol » murmura-t-il, le cœur battant la chamade. Un coup frappé à la porte le fit sursauter. Une postière d'une 40aine d'années lui tendit un colis adressé à Martin Gallagher, propriétaire de la maison numéro 17. Bizarre, dit-il, il n'avait pas encore enregistré l'adresse. À l'intérieur de l'enveloppe se trouvait un carnet relié en cuir, dont les pages étaient vierges, à l'exception d'une ligne sur la première page. Ne les laissez plus se taire. Cette nuit-là, le vent s'est levé, faisant trembler les fenêtres. Du sol résonna un tap, tap, tap au constant, patient, comme si quelque chose, tout en bas, l'attendait encore. Près de la cheminée, Martin était assis, immobile, la vieille clé à la main. Sa tête portait un étrange symbole, comme une croix stylisée.
Il se leva et s'approcha de la porte du sous-sol. Un froid invisible aspira la chaleur du couloir lorsqu'il inséra la clé. Après un moment de lutte, la serrure s'ouvrit avec un clic. Il poussa la porte. Une bouffée d'air humide et glacial le frappa comme une claque. L'escalier craqua sous son poids. Une odeur de moisi tourbillonnait, mêlée à une odeur amère et métallique comme du sang séché. « Allô » appela Théil, sa voix résonnant sur le béton nu. Une ampoule fluorescente s'alluma, projetant une lueur maladive sur la pièce. Martin se figea. 14 grands sacs de jute, tachés de gris brun, étaient disposés en 2 rangées parfaites, chacun solidement attaché par une corde qui avait laissé des traces sombres sur le sol. Une table en bois était posée à proximité, recouverte de poussière. Des outils rouillés au couteau, pinces gisaient à côté de bocaux en verre, chacun contenant des ongles humains soigneusement triés. Un craquement sec résonna sous son pied. Il recula en titubant, la bouche sèche. Au-dessus, des pas claquèrent au-dessus de sa tête, comme si quelqu'un arpentait l'étage au-dessus de lui. Martin monta l'escalier en trombe et claqua la porte, la poitrine haletante. Le soir même, il appela son ami Nicholas Vaughn, psychologue à Washington. « J'ai trouvé des choses au sous-sol, Nico. Des os, des sacs, l'odeur de la mort. Je ne sais pas combien de temps je pourrai encore supporter ça. » La ligne devint silencieuse, à l'exception de l'écho lointain de sa propre respiration saccadée. « Non » grogna Martin d'une voix à peine plus rauque qu'un murmure. « Ce n'est pas dans ma tête. » Un silence s'installa entre eux, seulement interrompu par un léger grésillement sur la ligne. Enfin, Nicolas prit la parole, d'un ton mesuré et posé. « D'accord. Je te crois. Écoute, tu devrais peut-être sortir de cette maison un moment. Viens me voir à Washington. Repose-toi. Donne à ton esprit et à ton corps le temps de récupérer. » Martin pressa son front contre la vitre froide du pare-étincelle, le poids des horreurs du sous-sol pesant sur sa poitrine. « Je ne peux pas partir, dit-il. Pas encore. Alors, documente tout, insista Nicolas. Écris ce que tu as vu, chaque détail, avant que la mémoire ne s'embrouille. Et reste en contact. Je ferai des recherches sur les légendes locales, sur tout ce qui pourrait expliquer ce que tu vis. Martin hocha la tête, même si Nicolas ne le voyait pas, je le ferai. Ce soir-là, Martin retourna au salon, le carnet vierge du paquet ouvert sur ses genoux. Il trempa une plume dans l'encre, la phrase « ne les laissez plus se taire » résonnant dans sa tête. Les doigts tremblants, il commença à écrire « le portail rouillé, l'air moisi, l'ampoule vacillante, les 14 sacs et les pots de clous ». Chaque mot lui semblait un exorcisme, un témoignage contre le silence qui avait obscurci le sous-sol pendant des décennies. Alors que les premières lueurs de l'aube filtraient à travers les fenêtres entrebâillées, Martin ferma le carnet et le serra contre sa poitrine. Dehors, le vent s'apaisa. Sous le plancher, les coups cessèrent. L'espace d'un instant, la maison retint son souffle une trêve précaire. Martin se leva et se dirigea une dernière fois vers la porte du sous-sol, clé en main. Il marqua une pause, le cœur battant, et posa le carnet sur le cadenas poussiéreux. Puis, sans tourner la clé, il recula et éteignit la lumière du couloir. En bas, dans le silence du petit matin, Martin Gallagher a juré qu'il ne laisserait plus la maison et tous ceux qui avaient souffert dans son ombre restaient sans voix. « Je sais exactement ce que j'ai vu, alors si tu es libre, tu devrais venir. Je ne veux pas être seul. Je viendrai demain. Ne fais rien d'imprudent. » Martin raccrocha, se laissa glisser le long du mur jusqu'à ce que son dos appuie contre la porte du sous-sol, comme si son poids pouvait empêcher ce qui se cachait en dessous de forcer la sortie. Son esprit bouillonnait de souvenirs de l'avertissement du père Henri et d'une peur bien plus profonde que tout ce qui se cachait sous le plancher ou une peur que d'autres avaient connue, mais qui était restée silencieuse. Le lendemain matin, on frappa à la porte d'entrée avec hésitation. Lorsque Martin ouvrit, une petite femme âgée se tenait là, les cheveux argentés par l'âge et les doigts serrés autour de la bandoulière d'un sac en cuir usé. Elle jeta un coup d'œil au couloir sombre. « Excusez-moi, dit-elle doucement, je m'appelle Margaret. J'habitais ici quand j'étais jeune. Je connais cette maison. » Martin s'écarta pour la laisser entrer. Elle resta debout au centre du salon, le regard impassible. « Avez-vous déjà vu les choses au sous-sol » demanda-t-elle d'un ton simple. Martin hocha la tête. Lentement, elle sortit une vieille photo jaunie, une petite fille de 8 ans, ses boucles flottant autour de grands yeux noirs. «
Voici ma nièce, Marie. Elle a disparu en 1994. La police n'a jamais retrouvé sa trace, mais je sais qu'elle est venue ici. La dernière fois qu'on l'a vue, c'était à ce portail. Le cœur de Martin se serra lorsqu'il prit la photo. Avez-vous dit à la police ce que vous soupçonniez? Je l'ai fait, répondit Margaret d'une voix tremblante. Mais Monsieur Franklin était influent, il avait de bonnes relations. Personne n'osait fouiller ce sous-sol. Elle posa une main fragile sur la sienne. Si jamais tu retrouves Marie, ou qui que ce soit d'autre, promets-moi de ne plus les laisser se taire. Cet après-midi-là, Nicolas arriva, grand, érudit, le regard fixé sur tout. Après avoir écouté le récit de Margaret, il resta assis en silence un moment, puis se pencha en avant. Tu n'hallucines pas. Je te crois. Mais pour bien faire les choses, il nous faut des preuves. Je vais t'aider. Ensemble, ils descendirent au sous-sol. Nicolas s'arrêta sur le seuil, se pinçant le nez pour se protéger de la puanteur. En voyant les sacs de jute alignés contre le mur, il haleta. « Oh mon Dieu, je n'en ai ouvert aucun. »« Ne le fais pas encore, » dit Martin. « Appelle la police. » Nicolas secoua la tête. « Si on le fait, ils l'enterreront à nouveau, comme ils l'ont toujours fait. » Il se tut, puis dit, « D'abord, documentez tout. Filmez. Photographiez. Prenez des notes détaillées. Si personne ne nous croit, on les y forcera. » Ce soir-là, alors que Martin faisait ses provisions au marché du coin, il aperçut le vieux Henri assis seul dans un café. Le cœur battant, Martin s'écria, « Henri, attends. » Henri se leva, le visage tiré et effrayé. « Tu sais ce qu'il y a là-dessous, n'est-ce pas? Tu sais pourquoi personne n'a rien fait? » Martin s'approcha. Quelqu'un a-t-il essayé de creuser? Les yeux d'Henri devinrent rouges. Ils l'ont fait, et ils ont disparu. La police a étouffé l'affaire. La ville était terrifiée. On n'avait pas le choix. Il déglutit difficilement. Lewis Carter, en 2008, a senti une odeur étrange, l'a signalé, et 2 jours plus tard, ils l'ont interné en hôpital psychiatrique. Les journaux en ont parlé, puis se sont tus. Ce nom, Lewis Carter, s'est gravé dans l'esprit de Martin comme une bouée de sauvetage. De retour chez lui, Nicolas a épluché les archives numériques de la ville. À minuit, il avait déniché un bref article de 2008, Un homme paranoïaque interné, de Lewis Carter d'Olive Groveland sans suite, sans correction, sans justice. Le lendemain matin, un épais brouillard recouvrait Salem, et des nuages bas et gris se pressaient contre les toits. Nicolas s'était assis à la table de la cuisine, les yeux injectés de sang, sirotant son café. Martin faisait les 100 pas, la clé du sous-sol dans une main et son téléphone dans l'autre. « Nous devons le faire avant que je perde mon sang-froid, » murmura Martin. Nicolas posa sa tasse. « Je viens avec toi. » Ils redescendirent. L'unique ampoule fluorescente crépita avant de projeter une lumière froide, vert-bleu, sur la pièce. L'air empestait la décomposition. Martin s'arrêta devant le sac le plus proche, les jointures blanches autour de son cutter. Tandis qu'il coupait la toile de jute grossière, la terre et les racines sèches s'éparpillèrent, révélant un fragment de crâne blanc cassé, la mâchoire encore marquée de dents jaunies. Nicolas resta figé. « Mon Dieu, c'est réel. » Martin tomba à genoux, pris de haut le cœur. Au bout d'un moment, ils ouvrirent un deuxième sac. Sous le tissu déchiré gisait un squelette plus petit, celui d'un enfant, le bras orné d'un bracelet en plastique violet délavé en forme de chat. « Il y avait des enfants ici, » s'étrangla Martin. Nicolas chercha son téléphone à tâtons. Documents, tout. À midi, ils avaient découvert 4 sacs, chacun rempli de restes humains enterrés aux côtés de fragments de vêtements et d'effets personnels, une montre cassée, un collier terni, un drapeau américain en aluminium froissé. L'un des sacs contenait même une carte d'identité pourrie mais lisible d'Albert Morris, né en 1970 et disparu depuis 1998. « Ça suffit, » dit doucement Nicolas en éteignant sa caméra. Personne ne peut le nier. Martin fixait les 10 sacs non ouverts, chacun une supplique silencieuse. « Ce soir, je ne peux pas rester ici. J'ai besoin d'air. » Moi aussi. Ils pénétrèrent au cœur de Salem, le brouillard se dissipant juste assez pour révéler la bibliothèque du comté. À l'intérieur, Lucy Barrett, l'archiviste à la voix douce, les guida vers une armoire contenant les archives de Franklin Smith né en 1946, décédé en 2010.
des CV militaires, des ordres de déploiement et une note largement expurgée, enquête interne pour disparition de civils, Appalaches, 1975 à 1985. Affaire classée, pas de poursuite. Nicolas passa son doigt sur les mots. Il était autrefois suspect, et protégé. Lucie a ajouté, un étudiant nommé Lewis est venu ici en 2007 pour poser des questions. Quelques mois plus tard, il a été interné dans un hôpital psychiatrique. Il a dit, en partant, il y a quelqu'un dans ce sous-sol. Ils appellent toujours à l'aide. Cette nuit-là, Martin est rentré chez lui et a trouvé la lampe de son Porsche brisée et, griffonnée sur la porte vitrée à la peinture noire, un message effrayant, « Veux-tu mourir comme Lewis ?» À l'intérieur, toutes les lumières s'allumaient avec un claquement frénétique. Rien de précieux ne manquait, mais Martin se sentait dénudé, observé. Il s'affala sur une chaise. Quelqu'un nous observe. Nicolas hocha la tête, la voix basse, « Je ne fais pas que regarder. » Ils nous avertissent, que faire? On avance. On porte tout à la police. Il y a suffisamment de preuves maintenant. Martin hésita. Les visages de Monsieur Henry, de Madame Margaret et même le souvenir de Lewis lui traversèrent l'esprit comme des fantômes. Et s'il couvrait tout ça? Nicolas lui saisit l'épaule. Au moins, on a fait ce qu'il fallait. Au moins, on n'est pas resté silencieux. Cette nuit-là, Martin ne put dormir. Les pas au-dessus de lui résonnèrent plus fort, plus lourds qu'avant. Au bout d'un moment, il entendit des gémissements en tout près, presque comme si quelqu'un gisait juste sous le sol du salon, sous l'épais tapis. Il s'approcha, s'agenouilla et colla son oreille contre les planches. Gémissements, coups légers, pleurs. Il se leva d'un bond, courut à la cuisine et ouvrit le vieux panneau du fourneau derrière les briques. Une étroite ouverture, juste assez grande pour y cacher quelque chose, le fixait. Il braqua sa lampe torche dans l'obscurité et vit quelque chose au plus profond de lui. Il dut utiliser une tige métallique pour le sortir. C'était un carnet humide et abîmé, mais la couverture était intacte. La première page portait une écriture tremblante. Journal d'enquête de Lewis Carter. Martin s'assit, les mains tremblantes alors qu'il l'ouvrait. Je ne suis pas folle, je sais que je ne le suis pas. Ils veulent que je me taise, mais je ne peux pas. Je les ai entendus. J'ai vu leurs yeux dans mes rêves. Je suis descendu au sous-sol. La page suivante débordait de descriptions griffonnées, de signes et de soupçons concernant Monsieur Franklin, nom de victime potentielle, date de leur disparition. Une inscription, écrite à l'encre rouge, coupa le souffle à Martin. Sac numéro 7, cheveux bruns, collier étiqueté Marie. Probablement l'enfant de 1994. Il se figea en repensant à la photo que Madame Margaret lui avait montrée, la fille aux yeux ronds et noirs que Lewis avait connue. Et il l'avait réduit au silence. Martin ferma le carnet et se leva. S'exclamèrent sous le plancher, la force revint mais cette fois, ce n'était pas un coup désespéré. C'était une convocation, un appel au réveil. Le lendemain matin, Martin n'avait plus l'impression que le jour se terminait comme avant, tout autour de lui semblait la continuation du même cauchemar. Il posa le journal de Lewis sur la table, sa poitrine était comme si un rocher le surplombait. Dehors, le ciel restait gris, le brouillard persistait, et le jardin ressemblait à une photo noire et blanc détrempée. Nicolas descendit, le visage marqué par un sommeil agité. « Tu as fini de le lire » demanda-t-il doucement. « Pas entièrement » répondit Martin, mais suffisamment pour savoir que Lewis n'était pas paranoïaque. Martin rouvrit le journal et le feuilleta au milieu. L'écriture de Lewis devenait plus irrégulière à chaque page, comme si l'écrivain sombrait peu à peu dans l'obsession. Il quitte la maison à 2 heures du matin, toujours la nuit, toujours en cachette. Je l'ai suivi. Il revient à l'aube, parfois avec un sac en tissu couvert de boue. Je l'ai signalé à la police, ils m'ont ri au nez. J'ai envoyé des lettres anonymes. Personne n'a répondu. Martin serra les poings. Nicolas se tut en lisant le passage suivant. Je sens une odeur étrange au sous-sol. Je commence à entendre une voix d'enfant, très faible. Elle dit, aidez-moi. Ce n'est pas son imagination, dit Martin doucement. Je l'ai entendu aussi. Nicolas hocha la tête. Il faut que nous mettions cela au grand jour. Ils passèrent la majeure partie de la matinée à numériser et imprimer tout le journal de Lewis, ainsi que les photos prises au sous-sol. Nicolas avait une vieille amie, la journaliste Clara Hamilton, qui vivait maintenant à Washington,
DC et qui avait enquêté sur les dissimulations gouvernementales dans les régimes post-autoritaires. Il envoya à Clara un courriel avec les documents joints, espérant une réponse. En attendant, Martin feuilletait les dernières pages. Lewis y écrivait comment il avait tenté de contacter un ancien soldat ayant servi aux côtés de M. Franklin, un certain Robert Sanders, vivant à Savannah. Dans ses notes, Lewis citait Robert. Franklin ne s'est pas arrêté à la fin de la guerre. Pour lui, les faibles ne méritent pas de vivre. Il appelait cela le nettoyage silencieux. Quel genre de maladie est-ce, murmura Nicolas. Martin était assis sur les escaliers du sous-sol, regardant dans l'obscurité comme s'il écoutait une autre voix s'élevant du sol. Vers 15 heures, la sonnette retentit. Martin répondit et se figea. 3 hommes en civil se tenaient devant lui, l'un tenant un dossier. L'homme devant lui tendit la main avec un sourire poli. « Bonjour. Je suis l'inspecteur Samuel Arlington, division des affaires civiles. Nous avons été informés que vous avez des documents à soumettre. » « Je n'ai pas appelé la police, balbutia Martin. « Peut-être que quelqu'un a pensé que tu avais besoin d'aide, dit Samuel en haussant les épaules, ou peut-être que la nouvelle est parvenue plus haut. » Martin jeta un coup d'œil à Nicolas, puis ouvrit la porte. Les hommes entrèrent, scrutant la maison du regard comme s'ils savaient déjà ce qu'ils cherchaient. « Excusez-moi, intervint Nicolas, puis-je voir votre carte d'identité ?» Samuel sourit et sortit un badge de son manteau, mais dès que Nicolas le vit, son visage se décomposa. Le sceau semblait flou et la photo était mal découpée. Martin sentit un frisson lui monter aux yeux. « Nous ne devrions en parler qu'avec notre avocat ou la presse, dit-il prudemment. Le sourire de Samuel s'évanouit. « Tu ferais mieux de coopérer. Il y a des choses qu'il vaut mieux laisser enfouies, surtout si tu veux encore une vie paisible ici. » Les 2 hommes qui encadraient Samuel se rapprochèrent, forçant Martin à reculer. « Si vous ne partez pas maintenant, dit fermement Nicolas, j'appellerai directement mon représentant légal à Washington, D.C. » Samuel les regarda, puis rit doucement. « On reviendra, et la prochaine fois, ce sera moins poli. » Ils laissèrent derrière eux une odeur persistante de sueur et de fumée de cigarette. Martin ferma la porte, le dos luisant de sueur. « Ils savent, murmura-t-il. Ils essaient de me faire taire, comme ils l'ont fait avec Lewis. » Nicolas posa une main sur son épaule, la voix durcie. « J'appelle Clara. On ne peut plus faire marche arrière. » Ce soir-là, alors que Martin débarrassait la table, un bruit de fracas retentit à l'extérieur. Il se précipita sur le porche et vit une fenêtre brisée. Par terre, une brique enveloppée dans du papier. « Tais-toi, » murmura Martin en serrant la brique, le visage pâle. Il s'impatiente. Nicolas prit le papier et examina l'écriture. On dirait que ça vient d'anciens formulaires gouvernementaux, peut-être d'un ancien employé du système, de la police, d'un ancien officier ou de leurs enfants. Qui que ce soit, ils ont peur que la vérité éclate. Martin baissa les yeux exorbités. Pourquoi tout le monde est-il silencieux? Nicolas s'approcha et posa une main sur son épaule. Parce qu'ils pensent que la justice est un luxe. Mais si tu recules maintenant, ils auront droit à quelques décennies de silence supplémentaire. Vers minuit, après qu'ils furent couchés, la sonnette retentit à nouveau. Martin descendit et resta figé. Une femme âgée, petite, frêle, aux cheveux blancs comme neige, se tenait là, tremblante, une photo à la main. C'était Madame Margaret. « Je n'arrivais pas à dormir, dit-elle. Il fallait que je vienne. J'ai encore rêvé de la fille, toujours debout à la porte du sous-sol, vêtue de cette robe à fleurs violettes. Je vous en supplie, si vous la voyez, ne la laissez plus là-bas. » Martin lui serra fermement les mains. « Je te le promets. » Elle partit en silence. Seul Martin resta, debout au milieu de la maison, tenant la photo une image couleur de Marie à 6 ans, radieuse, les yeux noirs brillants. Derrière elle se dressaient des rangées d'oliviers les mêmes qui poussaient maintenant dans le jardin de Martin. Des larmes lui montèrent aux yeux. Le lendemain matin, Nicolas a appelé Clara. Elle a accepté de la rencontrer, elle vient demain. Elle veut voir le sous-sol de ses propres yeux. Martin hocha la tête, mais une autre inquiétude grandit en lui. Il savait qu'après les menaces de la veille, les choses ne s'arrêteraient pas. Il traversa le couloir et s'arrêta devant la porte du sous-sol. Pour la première fois, il ne la vit plus comme une simple lourde porte de bois, mais comme la gueule béante d'une bête cachant secrets, peurs et âmes oubliées. Il murmura,
presque comme une prière, encore un peu. Je ne te laisserai pas oublier. Derrière lui, le vent sifflait doucement à travers la vitre brisée, comme un hochement de tête en signe d'approbation. Clara Hamilton arriva à midi. Une Peugeot argentée s'arrêta devant la maison, les roues encore couvertes de boue de la route de campagne. Elle en sortit, les cheveux soigneusement attachés, vêtue d'un manteau noir qui lui arrivait aux genoux et de lunettes de soleil foncé. Son regard parcourut la façade, s'arrêtant sur la vitre brisée et la peinture noire striée. Clara. Nicolas la salua à la porte. Merci d'être venue. Il le fallait, répondit-elle d'une voix ferme. Si ce que tu m'as dit est vrai, ce n'est pas qu'une simple affaire, c'est une histoire enfouie. Martin s'avança et tendit la main. C'est moi qui ai ouvert ce sous-sol. Clara l'observa un instant. Es-tu prêt à ce que la vérité ne soit plus un secret? Je suis prêt à tout, pourvu qu'il soit enfin entendu. Martin la conduisit au sous-sol par l'escalier grinçant. Clara avança lentement, tenant son appareil photo en l'air et scrutant chaque détail. Lorsque la lumière illumina les rangées de sacs de jute, elle resta figée une minute entière. J'ai vu beaucoup de choses dans ce travail, murmura-t-elle, mais jamais rien de tel. Elle filmait sans relâche, les sacs, les pots d'ongles, la vieille table en bois, les marques de cordes creusées dans le béton. Je vais faire une version de ces images pour qu'elles soient rendues publiques, dit Clara, la voix pleine de détermination. Nous les présenterons d'abord au public. Une fois que le public aura parlé, les autorités ne pourront plus nous faire taire. Martin hocha la tête. Nous avons essayé de contacter la police, mais elle nous a ignorés. Les habitants ont été menacés. Les yeux de Clara s'assombrirent. Menacés, comment? Nicolas désigna un mot froissé épinglé au mur, silencieux. Il lui parla des 3 inconnus qui étaient arrivés en ville. Clara fronça les sourcils. Je maintiendrai la communication par un canal sécurisé, pas de mail, pas de téléphone public. Ces gens ne savent pas seulement cacher des corps. Cet après-midi-là, ils parcoururent ensemble le journal de Louis-Oui. Clara lut attentivement chaque page, prenant constamment des notes. Lorsqu'elle arriva à l'entrée concernant le sac numéro 7 contenant les restes d'une jeune fille nommée Marie, elle leva les yeux. Y a-t-il un témoin de cette disparition? Oui, répondit Martin. Madame Margaret, la grand-mère de Marie. Elle m'a donné une photo. Donne-moi son adresse, dit Clara. Je l'interviewerai en privé. Nous avons besoin de la voix de quelqu'un qui a attendu plus de 20 ans. Après le dîner, Clara est partie en promettant de revenir avant le week-end. Elle a remis une copie de la vidéo et a averti, s'il m'arrive quelque chose, vous devez envoyer ceci à toutes les rédactions de Washington. Martin lui serra fermement la main. Je te le promets. Ce soir-là, Nicolas retourna à Washington, laissant Martin seul dans la maison silencieuse. Il s'assit près de la cheminée, serrant le journal de Louis-Oui comme une relique sacrée. Le vent hurlait à travers la fenêtre brisée, un soupir lugubre. Comme par habitude, il entendit de nouveau de légers coups sous le plancher, mais cette fois, il y avait aussi des pleurs, très doux et très proches. Il n'avait plus peur. Il se leva, prit une lampe de poche, ouvrit la porte du sous-sol et descendit seul. Il n'ouvrit plus de sac, il s'assit sur le sol froid, devant ce qui restait d'être humain, souvenir de rêves brisés et de cris sans réponse. Marie, murmura-t-il. Si tu es là, je suis désolé d'être arrivé trop tard. Silence. Puis une légère brise lui caressa la nuque, bien qu'aucune fenêtre ne fût ouverte. Martin leva les yeux. Le 7e sac, au centre de la rangée, émit un léger bruit, comme si quelque chose avait bougé à l'intérieur. Le lendemain, Martin prit une décision. Il s'habilla légèrement, enfila un masque et des gants, et retourna au sous-sol à la lumière du jour. L'espace lui semblait toujours étrange, mais plus impénétrable. Le sac numéro 7 reposait là, silencieux. Martin utilisa un cutter pour découper le tissu. À l'intérieur, il y avait de la terre et de la mousse. Il les brossa soigneusement, couche par couche, jusqu'à ce qu'apparaisse une petite tresse de cheveux, puis un collier en argent avec un pendentif en forme de monsieur retenant son souffle. Il découvrit une minuscule clavicule et un morceau de robe violette, désormais grisonnante, mais toujours ornée de fleurs blanches. C'était Marie. Il remonta, sortit la photo que Madame Margaret lui avait donnée et les compara. Il n'y avait pas d'erreur possible. Il s'assit, tremblant, des larmes coulant sur sa manche. Une âme avait été nommée. Ce soir-là,
Clara appela pour lui faire part de son entretien avec Madame Margaret. Martin lui fit part de sa découverte. « Nous avons maintenant des preuves matérielles, » dit Clara, la voix serrée par l'émotion. Le collier, le tissu, la confirmation de sa grand-mère. L'article paraît demain à 21 h en première page du National Herald. Le titre, Le sous-sol oublié. À cette nouvelle, Martin se sentit plus léger. Puis, quelque chose se serra dans son cœur, un tourbillon de soulagement, de peur et une détermination inébranlable. La vérité allait éclater. Avant l'aube, Martin réalisa que l'obscurité n'en avait pas fini avec lui. Vers 3 heures du matin, un bruit de verre brisé résonna en bas. Il se leva d'un bond, attrapa une lampe de poche et une batte en bois, et se précipita vers le salon. La porte d'entrée était grande ouverte, le vent hurlait dans la maison, des papiers éparpillés partout. Sur le mur, quelqu'un avait griffonné à la peinture rouge. « Je t'avais prévenu. » À cet instant, Martin ne ressentit ni colère ni peur, seulement de la conviction. Il photographia le message, verrouilla la porte et s'assit pour attendre le matin, la main serrée sur le journal de Louis. Il resta éveillé toute la nuit. Chaque minute lui semblait durer 1 heure, assis immobile à la table de la cuisine, les yeux rivés sur la porte d'entrée, les lettres rouges toujours brillantes comme une plaie ouverte au cœur de la maison. Lorsque la première lumière a filtré à travers la fenêtre, le téléphone a sonné. « Martin, c'est Clara. » Sa voix s'éleva dans la ligne. L'article est en ligne depuis moins de 2 heures, et le serveur du National Herald a été attaqué. Des pirates informatiques ? Ils ont effacé la page d'accueil, a-t-elle déclaré, mais avant cela, l'article s'est répandu sur les réseaux sociaux, il a explosé. #SalemBasement est tendance. Martin se leva d'un bond. Je ne sais pas si je dois être heureux ou terrifié. Les deux, acquiesça Clara. Plusieurs journalistes indépendants m'ont contacté. Ils veulent accéder au site, mais j'ai aussi reçu des menaces de mort, des photos de cadavres, de ta maison, et même de Marie. Martin saisit le téléphone. Il panique et riposte. Soyez prudents. Pouvons-nous protéger les témoins? J'ai contacté une organisation de défense des droits de l'homme. Ils rendront visite à Madame Margaret aujourd'hui. Martin soupira. On est allé trop loin pour faire demi-tour. C'est pourquoi, dit Clara, tu ne peux pas mourir. À midi, 3 journalistes indépendants Edouard, Élise et Thomas Young arrivèrent chez Martin. Déterminés et armés d'appareils photo, d'enregistreurs et d'exemplaires imprimés de l'article de Clara, ils étaient furieux, pas effrayés. Nous ne représentons aucun média, a annoncé Élise. Nous représentons les voix qui ont été étouffées. Martin les conduisit au sous-sol. Un silence pesant s'installa tandis que les caméras cliquaient sans interruption. Édouard s'agenouilla et posa une main sur l'un des sacs. J'ai passé ma vie à couvrir la guerre, dit-il à voix basse, mais je n'ai jamais vu de guerre sous un foyer paisible. Thomas passa son appareil photo sur les peaux d'ongles, son visage pâlit. Combien de personnes ont été tuées ici? Je ne sais pas, répondit Martin. Nous n'avons ouvert que 4 sacs. Élise se tourna vers lui. On devrait continuer. Si nous parvenons à identifier suffisamment de victimes, le gouvernement ne pourra plus ignorer l'affaire. Êtes-vous prêt à nous filmer? Ouverture, demanda Martin. Elle acquiesça sans hésitation. Martin choisit le sac numéro 8, l'un des derniers de la rangée. Un couteau à lame rétractable trancha délicatement la toile de jute pourrie. À l'intérieur se trouvaient des os, des cheveux et un petit portefeuille en cuir déchiré. Thomas, ganté, l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait une vieille carte d'identité, Lucas Harris, né en 1963, à Burlington. Martin feuilleta son carnet, cherchant. Lucas Harris a disparu en 2002, lut-il. Aucun corps n'a jamais été retrouvé. Sa famille a appelé à l'aide, mais la police a qualifié la disparition volontaire. Élise prit des notes frénétiques, une autre victime effacée du système. Ce soir-là, les journalistes repartirent avec des images et des séquences complètes. Clara envoya un texto, la vidéo de l'interview de Madame Margaret a dépassé les 300 000 vues. Les États-Unis tout entier en parlent. Martin sentit quelque chose remuer en lui, non pas de l'espoir, mais un sombre pressentiment. Il savait que lorsqu'une vérité aussi importante éclaterait, les ténèbres riposteraient avec plus de force. Il n'eut pas à attendre longtemps. Vers minuit, alors qu'il éteignait les lumières pour dormir, un grand bruit retentit par la porte de derrière.
Une petite explosion suivit, brisant du verre. Il bondit et descendit précipitamment l'escalier. La porte de derrière avait été forcée. Un cocktail Molotov gisait dans la salle à manger, encore fumant. Les flammes léchaient les rideaux. Martin saisit un extincteur et arrosa frénétiquement. La fumée emplissait l'air et il toussa violemment. Il lui fallut près de 10 minutes pour éteindre le feu. Il courut dehors en appelant ses voisins, mais toutes les maisons étaient plongées dans le noir. Personne ne sortit. La police est arrivée près d'une heure après son appel. Un policier, l'inspecteur Dean Grant, à la voix sèche a traversé la maison, a jeté un coup d'œil autour de lui et a secoué la tête. « Vous êtes sûr que c'était une agression ? Ça pourrait être un problème électrique. » « C'était un cocktail Molotov », a failli crier Martin. « J'ai la bouteille, j'ai les images des caméras de surveillance. Vous ne voyez pas la gravité de la situation ? » Dean croisa les bras. « Nous allons déposer plainte, mais si vous attirez trop l'attention, mieux vaut rester discret un moment. » Martin fixa l'officier du regard. « Viens-tu de me suggérer d'ignorer un incendie criminel ? » « Non, » répondit Dean avec un sourire sec, « je te suggère de rester en vie. » Lorsqu'ils partirent, Martin s'effondra sur le sol de la pièce enfumée. Le mur près de la cheminée était brûlé, la peinture s'écaillait. Il sortit son téléphone et repassa un extrait de Marie en train de rire, celui que Clara lui avait envoyé. Son rire résonna comme une voix venue d'un autre monde. Il murmura, « Ils veulent que j'aie peur, c'est précisément pour ça que je ne reculerai pas. » Le lendemain matin, on frappa à la porte. Martin ouvrit et n'en crut pas ses yeux. M. Henri, le vieux voisin qu'il avait un jour mis en garde, se tenait là, les yeux gonflés, un sac en papier à la main. « Je n'ai plus peur, » dit-il. « J'ai quelque chose dont vous avez besoin. » Martin l'invita à entrer. Henri posa le sac sur la table et en sortit une vieille enveloppe. « C'est la copie d'un dossier que j'ai volé aux archives municipales en 1990. J'étais concierge à l'époque. Il brûlait des piles de documents, mais j'ai gardé celui-ci. » Martin l'ouvrit. C'était la photocopie d'un témoignage. Une femme sans abri nommée Joséphine Dawson, arrêtée pour vol, avait un jour affirmé s'être échappée d'une maison avec sous-sol sur Olive Groveland parce qu'elle avait entendu des enfants se faire battre. « J'ai rapporté ça à l'armée américaine, » dit Henri d'une voix étranglée. Personne ne m'a écouté. Ils ont dit que j'avais inventé ça. Puis ils ont menacé de brûler ma maison. Ma femme m'a supplié de me taire, mais maintenant je ne veux pas mourir en lâche. Martin lui serra la main fermement. « Tu n'as pas gardé le silence, et maintenant personne d'autre ne le fera. » Cet après-midi-là, Clara rappela. « Martin, il s'est passé quelque chose. Edward a été pris en embuscade sur le chemin du retour vers Washington. Sa voiture a été percutée. Il est en soins intensifs. » Martin se figea. « Est-il vivant ? » Difficile à dire, mais ce n'était pas un accident. Il y avait des signes qu'il était suivi. Sa voix baissa. Il se salisse, mais ça ne prouve qu'une chose, on a touché le nerf. Martin se tenait au milieu de sa maison, encore empesté par la fumée, les yeux rivés sur des piles de documents, de photographies et de restes humains non identifiés. Il savait que ce combat n'était plus seulement le sien, il appartenait aux morts et à ceux qui refusaient le silence. 3 jours après l'attaque à la bombe incendiaire, la maison de Martin ressemblait à une forteresse assiégée. Chaque fenêtre était scellée, scotchée à un X. Il ne dormait jamais plus de 2 heures d'affilée. Il gardait son téléphone et un couteau près de son lit. Chaque bruit dans le jardin, chaque ombre flottant derrière les oliviers, lui faisait bondir le cœur. Nicolas retourna à Salem cet après-midi-là. Il apporta 2 disques durs contenant des copies de sauvegarde de toutes les images du sous-sol, le journal de Louis, les vidéos de Clara, le témoignage d'Henri, et même des photos de la dépouille de Marie. Au cas où il brûlerait tout, dit Nicolas d'une voix lourde. Martin regarda les disques comme s'il s'agissait de cendres sacrées. « Si je disparais, tu sais quoi faire. » « Plus personne ne disparaît, » répondit Nicolas, mais son regard ne parvenait pas à cacher sa peur. Ils dînèrent en silence, aucune voix n'emplissait la maison, seulement l'odeur des cendres, des bougies fondantes et la faible odeur de la mort s'élevant d'en bas comme pour leur rappeler que quoi qu'ils fassent, les morts n'avaient pas encore été libérés. Le lendemain matin, Martin et Nicolas apportèrent tous les documents au commissariat de police, l'original du journal de Louis, des photos imprimées, les disques durs, et même le rapport de disparition de Marie datant de 1994.
Ils furent reçus par un jeune policier nommé Ruben Owens, le visage las, la chemise froissée. Ruben feuilleta chaque page de preuve, son expression se faisant plus sérieuse lorsqu'il arriva à la photo des restes de Marie et au collier avec la lettre Monsieur. Il marqua une longue pause. « Avez-vous un rapport médico-légal » demanda-t-il. « Pas encore » répondit Martin. « Nous ne voulions pas trop falsifier les faits, mais nous avons un témoin, la grand-mère de la victime et sa photo d'enfance. Elle correspond parfaitement. » Ruben hocha la tête. « Je transmettrai ceci au siège. Nous aimerions déposer une demande officielle d'ouverture d'une enquête approfondie. » Nicolas ajouta, avec des déclarations de témoins signées et des preuves à l'appui. Ruben rassembla les documents et les glissa dans un grand dossier. « J'ai besoin de l'approbation de mon supérieur. »« Combien de temps cela va-t-il prendre » demanda Martin. Ruben jeta un coup d'œil à sa montre. « Peut-être quelques jours. »« Ça ne peut pas prendre autant de temps. »« Je comprends, mais c'est systémique. » « Je ne suis qu'un agent administratif. » 3 jours passèrent. Aucun appel. Aucun courriel. Rien. Martin retourna au poste. Ruben était en permission. Un autre policier, impassible, feuilleta le dossier et dit d'un ton détaché, « Il n'y a pas d'ordonnance de traitement. Ce dossier pourrait être renvoyé pour insuffisance de motif. » Insuffisant ? Martin était stupéfait. Avez-vous seulement regardé la vidéo? Il y a des restes, des noms, une confirmation de témoins, des menaces et des agressions. Vous n'êtes pas une autorité judiciaire. Le policier haussa les épaules. Et vous n'êtes pas un membre de la famille de la victime. Selon le règlement, seuls les proches peuvent demander des analyses médico-légales. Martin serra les poings. Nous avons la grand-mère de Marie. Les parents âgés ne sont pas reconnus légalement sans l'autorisation écrite des parents biologiques. Il frappa le bureau. Ses parents sont partis depuis plus de 20 ans. Ils ont été bouleversés par sa disparition et ont disparu. L'expression de l'agent resta inchangée. « Je ne peux rien faire pour vous. » Martin sortit du poste en trombe, furieux. Il appela Clara, mais découvrit qu'elle était suivie. Son compte e-mail avait été bloqué, son compte bancaire temporairement gelé pour activité suspecte. Édouard était toujours dans le coma. Thomas et Élise se cachaient après avoir reçu des menaces de mort. Ils sont capables de tout, dit Clara via un numéro inconnu. Ils manipulent la presse, la police, les banques et même le système de santé. Louis nota dans son journal que Franklin entretenait des liens avec un puissant réseau d'anciens militaires. Ils sont toujours là, à se protéger mutuellement. Mais au moins, votre article a fait des vagues. Il l'étrangle, a déclaré Clara, faisant référence au dernier reportage télévisé national, un reportage sur un ancien officier accusé à tort qui tente de laver son honneur. Il renverse toute la situation. Martin se tut. Clara murmura, « Tu dois protéger ce disque dur au péril de ta vie. » Cette nuit-là, un événement faillit briser Martin. De retour chez lui après avoir fait ses courses, il trouva la porte d'entrée grande ouverte et l'intérieur saccagé. Carnet, photos, disques durs, tout avait été volé. Même l'original du journal de Lewis avait disparu. Sur le mur, griffonné avec du sang ou quelque chose qui y ressemblait, se trouvait un message en grandes lettres irrégulières, « Nous vous l'avons déité ». Martin s'effondra au sol. Il hurla, mais le son resta coincé dans sa gorge. Sa vision se brouilla de larmes. Ses poings claquèrent contre le béton jusqu'au sang. Il prit son téléphone et appela Nicolas au pas de réponse. Il appela Clara au pas de communication. Il était seul pour la première fois depuis des semaines. Martin ressentit une véritable peur, non pas à cause du sous-sol, mais à cause du silence. Personne ne disait rien. Personne ne répondait. Personne n'aidait. Toute la ville détourna le regard, le système tout entier était devenu une ombre. 2 jours plus tard, après avoir failli s'effondrer d'épuisement, Martin entendit frapper doucement à la porte. C'était Madame Margaret. Elle paraissait plus âgée que jamais, mais ses yeux brillaient. Elle portait une petite boîte en bois et une lettre manuscrite. « Ils ont tout pris, n'est-ce pas » demanda-t-elle. « Presque tout » répondit Martin, « mais il y a quelque chose qu'ils ne savent pas. » Elle lui tendit la boîte. À l'intérieur se trouvait un petit os de la main, une bague en argent gravée de la lettre H et une photocopie de l'acte de naissance de Mary Dawson daté de 1986.
Je l'ai volé aux pompes funèbres lors du premier déplacement de sa dépouille, en 1995, dit-elle doucement. Il disait que c'était un os d'animal, mais je savais que c'était le sien. Et voici son acte de naissance. Martin tenait la bague, les yeux brûlants. Merci. Merci de ne pas avoir abandonné. La vieille femme hocha doucement la tête et posa une main sur son épaule. J'ai vécu presque toute ma vie, mais ma petite fille, elle n'a jamais eu la chance de vivre aussi longtemps que quelqu'un se souvienne d'elle. Elle n'est pas vraiment partie. Martin la regarda en silence sortir par le portail, ses cheveux blancs flottant au vent comme des fils de souvenirs refusant de se briser. Cette nuit-là, Martin réécrivit tout. Ses mains tremblaient, mais son écriture était plus précise que jamais. Il documenta les noms des victimes, les preuves, les témoignages, le journal de Lewis, la disparition d'Edward, l'incendie criminel et l'indifférence de la police. Il en imprima plusieurs exemplaires et les cacha chacun à différents endroits de la maison. Il n'avait plus rien à perdre, seulement un devoir envers ceux qui étaient enterrés et oubliés. À la tombée de la nuit, Martin se tenait devant la porte du sous-sol, une main sur le bois massif. Il murmura, « Je t'entends maintenant. » Le silence en contrebas était de pierre, mais dans ce silence, Martin crut entendre un faible son, comme quelqu'un qui disait doucement « Merci ». Martin ne dormit pas cette nuit-là. Il était assis dans son bureau, la lumière jaune projetant des ombres sur le mur taché de fumée. Les rapports fraîchement imprimés jonchaient son bureau où l'affaire avait été reconstituée de toutes pièces. Dans un coin, la boîte en bois de Madame Margaret ne le quittait jamais. Peu avant 7 heures du matin, la sonnette retentit. C'était Clara. Son visage était tiré, mais son regard était féroce. « Ils ont gelé mes comptes, bloqué mes appels », dit-elle en entrant. « Mais j'ai encore quelque chose qu'ils n'ont pas reçu. » Elle a posé une petite clé USB sur la table. J'ai enregistré une sauvegarde de l'interview de Madame Margaret sur un appareil qui n'était jamais connecté à Internet. Voici la version brute, non éditée. Martin le ramassa et le serra fort. Édouard s'est réveillé ce matin, ajouta Clara. Il ne se souvient pas de grand-chose après avoir été contraint de quitter la route, mais juste avant de s'évanouir, il a vu un homme en uniforme de l'armée américaine, style année 1970. Martin expira. Ils sont toujours là, comme des fantômes qui n'ont jamais quitté leur corps. Clara hocha la tête. Mais maintenant, ils ne se tairont plus. À midi, Nicolas arriva avec la première bonne nouvelle. Une équipe d'avocats spécialisés dans les droits de l'homme est en train d'intervenir, dit-il. Je leur ai envoyé les dossiers par voie sécurisée. L'un d'eux est le fils d'un homme disparu en Nouvelle-Angleterre. Il pense maintenant que son père pourrait être l'une des personnes enterrées dans le sous-sol. Martin se tourna vers Clara. Il ne s'agit donc plus seulement de Salem. Il s'agit du pays tout entier. Et maintenant, ils vont devoir y faire face, répondit-elle. Cet après-midi-là, Clara reçut un appel de la journaliste Anna Benson, de la télévision nationale. Je viens de regarder la vidéo, la voix d'Anna tremblait dans le haut-parleur. Je dois rencontrer les victimes. Je dois me tenir devant cette maison. Si je peux diffuser cette histoire aux informations nationales, personne ne pourra arrêter l'enquête. Clara se tourna vers Martin. Elle a une voix puissante, mais imprudente. Alors il faut la protéger, dit Martin. Et Madame Margaret aussi. Le lendemain matin, pour la première fois depuis des semaines, la maison d'Olive Groveland était bondée. Anna Benson arriva avec son équipe de tournage, vêtue d'un manteau couleur terre, légèrement maquillée et affichant une détermination farouche. Lorsqu'elle entra dans le sous-sol, elle resta silencieuse pendant près de 5 minutes. Puis, d'une voix ferme face à la caméra, elle déclara « Nous nous trouvons au sous-sol où au moins 14 sacs de jute contenant des restes humains ont été découverts. Ce n'est pas une scène de crime. C'est la preuve d'une atrocité historique, cachée depuis des décennies. » Elle se tourna vers Martin. « Avez-vous un message pour ceux qui nous regardent ?» Martin regarda l'objectif, le cœur gros, et dit « Je ne suis pas un héros. Je faisais juste le ménage, mais j'ai entendu des pas. J'ai entendu des pleurs, et je ne pouvais pas les ignorer. Si quelqu'un a perdu un être cher sans explication, venez ici. Nous le retrouverons ensemble. » Le reportage a été diffusé à 20 h ce soir-là, en prime time. Les réseaux sociaux ont explosé. Le hashtag Salem a été mentionné plus de 2 millions de fois.
des centaines de personnes ont commencé à publier des photos de leurs proches disparus dans les années 1980 et 1990. Un homme du nom de Christopher Jamson a publié une photo de sa sœur aux cheveux bouclés et aux yeux bleus, écrivant « Elle a disparu en 1989, vue pour la dernière fois près de cette maison. » Une habitante de Ventura a envoyé un message à Clara, « Le collier appartenait à mon frère. Je le lui ai offert pour son anniversaire en 1995. » Clara se tourna vers Martin. Les victimes reviennent à travers les souvenirs des vivants. Martin serra les poings. Et cette fois, ils ne seront pas enterrés. 3 jours plus tard, le gouvernement a été contraint de réagir. Le secrétaire à l'Intérieur a tenu une conférence de presse et a déclaré, suite à la pression publique et aux preuves présentées par les médias, nous lançons une enquête officielle sur les événements de Salem. Celle-ci comprend l'excavation complète du sous-sol du 17 Olive Grove Lane et l'identification de toutes les victimes. Personne n'a applaudi, mais des centaines de personnes ont pleuré. Madame Margaret était l'une d'elles, murmura Martin. J'ai attendu ces mots pendant 30 ans. Maintenant, Marie peut reposer en paix. Il prit la main de Madame Margaret. Tu seras la première à déposer des fleurs quand on la fera sortir. Le sous-sol a été bouclé le lendemain matin. Des équipes de police scientifique, des techniciens de scène de crime et des représentants du ministère de la Justice sont arrivés. Une équipe spéciale a été formée, composée d'experts médico-légaux, d'historiens et d'organisations de défense des droits humains. Martin et Clara furent invités comme témoins clés de la première étape des fouilles. À l'ouverture du premier sac, tous les participants retinrent leur souffle. Ils ont soigneusement collecté des échantillons d'os, pris des photos et extraits de l'ADN, le tout enregistré par caméra. Une petite cérémonie commémorative a ensuite eu lieu, en présence des familles des victimes. Anna Benson s'est levée au micro, « Aujourd'hui, nous commençons à rendre un nom à ceux qui ont disparu. Personne ne restera sans nom. » Un homme âgé se leva, Ralph Carter, le père de Lewis. « Je parle aujourd'hui au nom de mon fils, dit-il, la voix brisée. Lewis a dit la vérité, mais personne ne l'a écouté. Ils l'ont traité de fou. Ils l'ont enterré à l'hôpital comme une souillure. Mais aujourd'hui, il est justifié. » La salle était plongée dans un silence respectueux. Ce soir-là, Martin était assis seul dans le jardin. Nicolas s'approcha et posa une main sur son épaule. « Tu as réussi, dit-il. » Martin secoua la tête. « C'est vrai. Clara, Madame Margaret, Lewis, tout le monde. C'est vrai. » Nicolas s'assit à côté de lui. « Je ne pense pas qu'ils abandonneront si facilement. Certains membres de la vieille garde sont encore en vie. Quelques-uns liés à Franklin pourraient encore avoir du pouvoir. Je ne l'oublierai pas. » Martin répondit, « Mais la vérité n'est plus enterrée. Désormais, ils devront la fuir, et non l'inverse. » Le lendemain matin, Martin reçut une lettre des autorités locales. Celle-ci disait, « La propriété située au 17 Olive Grove Lane sera temporairement saisie pour les besoins de l'enquête et devrait être transformée en mémorial pour les personnes disparues non identifiées. » Il le lut en silence, puis descendit une dernière fois au sous-sol. Traversant lentement l'espace désormais creusé, les sacs avaient disparu. Seul subsistait le béton froid et l'odeur de la terre fraîchement retournée. Il prit un marteau et cloua une pancarte en bois sur la vieille porte du sous-sol. En lettres blanches, il peignit « Nous vous avons entendu. Et maintenant, le monde vous en entendra aussi. » La nouvelle de la construction du mémorial se répandit rapidement. Des centaines de familles venues de tous les États-Unis arrivèrent à Salem, apportant photos, effets personnels, journaux intimes, bouts de papier déchirés au tout pour prouver que leurs proches avaient existé, souri et disparu sans laisser de traces. Depuis la fenêtre du 2e étage, Martin contemplait la cour avant. Une longue file de personnes se tenait devant le portail ordonné, patientes, tenant des photos, murmurant des noms. Le spectacle le bouleversa. La maison autrefois considérée comme un cauchemar était désormais un lieu de pèlerinage où des noms presque oubliés étaient prononcés à voix haute, un par un. Clara est entrée avec une pile de résultats de tests ADN. Ils ont identifié 14 séries de restes, a-t-elle déclaré. Toutes les personnes disparues signalées entre 1988 et 2006 correspondaient à ce qui avait été constaté, y compris Marie. Marge d'erreur nulle. Martin expira, les yeux fermés. Merci d'avoir cru en moi. Clara secoua la tête. Nous ne croyions pas en toi. Nous croyions en la vérité, et maintenant, elle est une.
Elle a déposé une autre enveloppe sur la table, les excuses publiques du ministère de l'Intérieur à la famille de Lewis Carter. Ils ont admis qu'il avait été mal jugé et que son dossier avait été classé sans examen indépendant. Martin serrait la lettre fort, sa voix à peine chuchotée lorsqu'il lut les mots « Lewis mérite les excuses de tout le pays ». 3 jours plus tard, la première cérémonie commémorative eut lieu sur le site de l'ancienne maison. Des centaines de personnes se rassemblèrent, familles des disparus, journalistes, avocats, historiens, étudiants, tous animés par un même besoin de mémoire. Au centre de la cour, un autel de pierre se dressait solennellement, derrière lui, un muret portait les noms des 14 victimes confirmées. Sous leurs noms, l'inscription disait « Pour ceux qui ont un jour crié au secours en silence et pour ceux qui les ont enfin entendus ». Madame Margaret fut invitée à prendre la parole. Elle monta prudemment sur l'estrade en bois, la main tremblante, déposant la photo de Marie sur l'autel. Se tournant vers l'assemblée, elle éleva la voix « Cette petite fille, dit-elle, marquant une pause pour reprendre des forces, a été autrefois ensevelie sous le béton, mais son âme n'a pas connu le repos. Elle a murmuré dans mes rêves pendant 30 ans, et j'ai toujours cru qu'un jour, quelqu'un finirait par m'écouter. Aujourd'hui, merci, merci d'avoir écouté ma petite fille. » Un silence profond et respectueux emplit la cour, jusqu'à ce qu'un seul applaudissement le rompe. Cet applaudissement se transforma en une vague d'applaudissements longs et doux, chargés de sens. Ralph Carter, le père de Lewis, s'avança ensuite. Il désigna le mur des victimes, où une petite inscription disait « Lewis Carter, témoin ». « Mon fils, dit-il d'une voix ferme malgré les larmes aux yeux, n'était pas dans un de ces sacs. » Mais sa voix était tout de même enterrée et aujourd'hui, elle a été restaurée. Plus personne ne le traite de fou. Martin regardait depuis la foule, immobile et silencieux, tandis que chaque discours effaçait le sang séché de l'histoire oubliée. Dans les semaines qui suivirent, les organisations internationales s'en rendirent compte. Une délégation de la Commission mondiale des droits de l'homme arriva aux États-Unis pour enquêter plus en profondeur sur les disparitions survenues après la guerre froide. La maison d'Olive Groveland fut transformée en centre d'archives dédié, où étudiants et chercheurs purent étudier documents et preuves. Clara Nicholas a reçu la Plume d'Or pour la liberté de la presse. Acceptant cette récompense au nom de ses collègues journalistes, elle a déclaré « Nous n'avons pas gagné grâce à nos caméras. Nous avons gagné parce qu'un homme a choisi de descendre au sous-sol. Un homme a refusé de détourner le regard en entendant des pas. Cet homme, c'est Martin Gallagher. » L'auditorium s'est ressaisi pour applaudir, mais lorsque les projecteurs ont braqué les projecteurs sur Martin, celui-ci a simplement secoué la tête, refusant les éloges du public. Entre-temps, l'État a réagi rapidement. Les anciens biens de Franklin, dont le terrain autour de la maison, ont été saisis. Une partie des recettes a été affectée à l'indemnisation des familles des victimes, le reste a servi à financer des archives commémoratives et un centre d'exposition publique, comme le proposaient Clara, Nicholas et les témoins. Le gouvernement a officiellement rouvert les dossiers de personnes disparues de 1975 à 2000 qui présentaient des signes de répression. Près de 60 dossiers ont été rétablis. Plusieurs anciens hauts fonctionnaires furent convoqués. 2 anciens officiers qui avaient approuvé le classement sans suite de l'affaire Lewis Carter furent poursuivis pour obstruction à une enquête criminelle et manquement aux devoirs civiques. L'un d'eux passa aux aveux, reconnaissant avoir été payé par Franklin pour fermer les yeux. Clara publia son témoignage complet, intitulé « Franklin nous appelait son au mur d'ordures ». Il disait « Le pays devient plus propre quand les voyous meurent. Nous le savions, mais aucun d'entre nous n'osait le dire. » Cette révélation secoua le pays, de la Nouvelle-Angleterre aux Rocheuses, déclenchant des veillées aux chandelles sur les places publiques. Par un après-midi de fin de printemps, Martin retourna à la vieille maison, désormais officiellement rebaptisée Parc Mémorial de la Liberté. Il flâna lentement dans le jardin restauré, autrefois recouvert de mousse et de peur. Sous les oliviers se dressait un pavillon de verre préservant le sol en béton d'origine du sous-sol, tel un vestige solennel. Gravés au sol, ces mots, ici, 14 personnes ont été oubliées. Mais elles ont été retrouvées, grâce au courage et à une mémoire qui a refusé de mourir. À l'intérieur, Martin s'approcha de la vieille table en bois, désormais placée au centre de la pièce. Une réplique du journal de Lewis était ouverte à la première page, « Je ne suis pas folle. Je les ai juste entendus. » Et elle a dessiné un stylo et, sur la dernière page blanche, a écrit une ligne, « Et maintenant, le monde entend aussi. » En sortant, il trouva Madame Margaret assise sur un banc sous un vieil olivier. La douce lumière de l'après-midi projetait une douce lueur sur ses cheveux argentés. « Je croyais que tu avais déménagé, dit-il.
Elle sourit et répondit, « Non, je suis restée. Je veux être proche de Marie. Chaque matin, je lui rends visite et chaque soir, je lui raconte ce que le monde a fait aujourd'hui. » Ils étaient assis ensemble dans un silence complice, regardant les autres allumer des bougies et attacher des rubans blancs portant les noms de leurs proches disparus. À cet instant, Martin comprit que cette histoire ne se limitait plus à lui ou à une seule maison. Il s'agissait d'une histoire de mémoire collective, du devoir le plus sacré de la société, ne jamais oublier. Ce soir-là, Martin fit ses bagages. Il quittait Salem, non pas pour fuir, mais parce que ce chapitre était clos. Avant de prendre le bus du matin, il remit les clés de la maison à la direction du mémorial et déposa une lettre pliée sous la pierre du portail. Si vous avez déjà entendu un cri dans le noir, ne restez pas silencieux. Si vous avez vu quelque chose de mal, ne vous détournez pas. Parfois, la seule chose qui nous sépare du mal est une personne qui ouvre la porte et choisit d'écouter. À la main, il tenait une petite photo de Marie, ses cheveux dansant au soleil devant la vieille porte en bois, brûlée depuis longtemps, mais jamais effacée de la mémoire. Tandis que le bus s'éloignait, Martin ne se retourna pas. Il savait qu'ils avaient été entendus et que la justice avait trouvé sa voie. La révélation de l'identité des 14 victimes a secoué le pays. Les médias internationaux ont surnommé le site « le sous-sol de la vérité » et « le tombeau d'un siècle oublié ». Le ministère de la Justice a ordonné un examen urgent de tous les dossiers de personnes disparues de 1975 à 2005. Une commission Carter spéciale a été créée en l'honneur de Lewis. Martin fut convoqué à Washington, D.C., comme témoin principal. Assis aux côtés de Clara et des familles des victimes dans une salle de presse bondée, il ne prononça qu'une seule phrase, « Le silence a tué, la vérité doit donc éclater ». Après que des documents déclassifiés eurent révélé le rôle de Franklin dans les camps de détention secrets, l'ancien inspecteur Elia Logan fut arrêté pour complicité de crimes contre l'humanité. Lors de son interrogatoire, Elia avoua, « Je savais que Franklin enterrait des gens. Mais il avait des dossiers sur moi ou sur ma femme et menaçait ma fille si je ne me taisais pas. » Clara publia son témoignage sous le titre « Si je ne restais pas silencieux, ma fille serait la prochaine ». L'histoire est devenue virale, déclenchant des protestations et des demandes de justice. Bientôt, un mandat d'arrêt international ramena l'ancien soldat Robert Sanders du Mexique. Au tribunal, il déclara « Nous l'avons fait pour le pays, pour l'ordre. S'il fallait purifier quelques mendiants, quelques dégénérés, je le referais. » Le silence se fit dans la salle d'audience jusqu'à ce qu'une femme se lève et crie « Mon frère était poète. Il a disparu en 1997, et ses restes sont sous cette cave. Comment osez-vous appeler cela une purification ?» Le visage de Robert se vida de ses couleurs. Quelques jours plus tard, il fut condamné à 35 ans de prison pour crimes contre l'humanité. Sous la pression croissante de l'opinion publique, le Congrès a adopté la loi sur la recherche de la vérité, rouvrant tous les dossiers de personnes disparues inexpliquées et rendant obligatoires les tests ADN à la demande des familles. Les forces de l'ordre ont été tenues de coopérer pleinement. Martin, toujours apolitique, a été invité à prendre la parole devant le Congrès. Vêtu d'une chemise blanche impeccable, il s'est présenté devant des centaines de représentants et a déclaré « Les morts n'ont pas besoin de droits. Les vivants ont besoin de justice, et la justice, c'est avant tout la reconnaissance. Personne ne veut admettre que ce pays a autrefois enterré des gens sous des pavillons de banlieue. Mais cet aveu même maintient la vérité vivante. Nous ne pouvons pas effacer le passé, mais nous pouvons l'empêcher de se reproduire, et cela commence par nommer chaque personne. » Son discours a été diffusé en direct. En 24 heures, la nouvelle loi a été adoptée à une écrasante majorité. Un mois plus tard, sur le terrain de la maison numéro 17, Olive Groveland, Martin dévoila son nouveau mémorial. Plutôt que d'ériger un monument imposant, il avait choisi de préserver le sous-sol sous une dalle de verre, éclairée par de délicates guirlandes lumineuses, une lueur douce, infinie, semblable à celle des bougies veillant sur les âmes. Le long du mur, chaque nom de victime brillait à l'encre argentée, comme une constellation d'étoiles veillant sur la mémoire. Au bout de la vitrine, une inscription gravée à la main murmurait « Le sous-sol a été oublié, mais ceux qui étaient à l'intérieur ne l'ont jamais été. » Le jour de l'inauguration, des milliers de personnes affluèrent en silence. Un large ruban blanc barrant l'entrée vitrée semblait flotter dans l'air, tendu par Madame Margaret et Martin, mains jointes sur les ciseaux. Lorsque le ruban céda sous la lame, nul mot ne fut nécessaire, l'émotion parlait pour tous. Chacun à son tour s'avança dans le couloir de verre, contemplant cette relique sombre et précieuse. Certains laissaient échapper des sanglots étouffés, d'autres pressaient la paume contre la vitre,
tandis que d'autres encore inscrivaient le nom d'un être cher sur le ruban désormais défait. Une petite fille, vêtue d'une robe violette, tira doucement la main de sa mère et demanda à voix basse, « Il y a vraiment des gens là-dessous, maman ?» Sa mère se pencha, le regard tendre, et murmura, « Oui, ma chérie. Mais aujourd'hui, ils ne sont plus cachés, ils vivent dans nos souvenirs. » Une semaine plus tard, Martin quitta définitivement Salem. Il ne prit avec lui qu'une petite valise, le journal de Lewis, la photo de Marie et des lettres de remerciement signées par des centaines de personnes reconnaissantes. Au seuil de la gare, Clara lui demanda, « Alors, où vas-tu » Il esquissa un sourire empreint de fatigue et d'espoir, « Je ne sais pas encore. Peut-être Washington, peut-être Boston. Cette fois, je pars pour vivre vraiment. » À bord du train, Martin tourna une dernière fois le regard vers le mémorial, plus aucun fantôme n'habitait les lieux, plus aucun cri perdu ne résonnait, seul régnait une paix profonde, ce silence lumineux qui suit la guérison. Il ouvrit alors le journal de Lewis et découvrit, à la dernière page, une nouvelle inscription. « Tu n'étais pas fou, tu étais le seul à être éveillé. » Et, sous cette phrase, une note soigneusement tracée, « Merci de ne pas avoir abandonné et de m'avoir donné la chance de vous écouter. » Le train s'élança, glissant au milieu de champs d'or baignés par un ciel cristallin. La vérité avait enfin été révélée, la justice rendue, et une communauté tout entière avait renoué avec son devoir le plus sacré, se souvenir.